Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e colloque Nanterre-Lora, organisé par l'évolution psychiatrique. Ces colloques ont lieu à un rythme biannuel. Il y a 2 ans, on était en pleine pandémie et ce colloque n'avait pas pu avoir lieu en présentiel. C'est donc avec un grand plaisir que je vous accueille dans cet amphithéâtre. Les colloques Nanterre-Lora sont ouverts donc, sous la l'égide de Georges Nanterre-Lora, qui était ce psychiatre, philosophe et historien, qui était traversé par l'idée que la clinique psychiatrique était à la fois une méthode thérapeutique, une méthode de connaissance, mais aussi une pratique qui était l'objet d'une réflexion critique par l'histoire, les sciences sociales, la psychanalyse. Il avait pointé l'idée que la psychiatrie était à la fois une façon de comprendre le monde, mais qu'elle était aussi une pratique dans le monde et qu'elle nécessitait une mise en perspective. Dans le prolongement de cet engagement de Georges Nanterre-Lora, ces colloques cherchent à croiser les perspectives, à élaborer un point de vue différent sur des questions fondamentales de la psychiatrie. On a donc cherché à faire une journée riche, avec des regards différents, avec des pratiques différentes, afin que leur dialogue puisse engendrer une fécondité nouvelle et susciter pour nous auditeurs des déplacements qui nous permettent de penser notre travail autrement. Ce présent colloque est aussi celui d'un anniversaire, celui du 100e anniversaire du service Henri Roussel, qui se trouve juste à côté, et qui, pour mémoire, est un des premiers services ouverts, qui a permis la consultation à destination de patients qui n'étaient pas hospitalisés, et qui est ensuite devenu un lieu emblématique pour la psychiatrie, notamment sous l'égide de Georges Daumaison, et qui a lui aussi cherché à pratiquer une ouverture qui nous inspire toujours aujourd'hui. Je remercie aussi chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidés, notamment à la SM13, au bureau d'évolution psychiatrique, et en particulier à l'équipe de la bibliothèque Henriet, Catherine Alvier et Caroline Dugène, qui nous ont beaucoup soutenus au quotidien dans la préparation de ce colloque. Pour introduire au thème de cette journée, je laisse la parole à Christophe Chapeau, qui est chef de pôle à Abbeville et rédacteur en chef de l'évolution psychiatrique depuis maintenant 9 ans. Plus 10 ans. Et je vous souhaite à tous donc une très belle journée. Bonjour. Je remercie les organisateurs pour cette invitation à ouvrir ce colloque Nanterre-Lora, le 5e, 2022, sur les ouvertures paradoxales de la psychiatrie. J'ai moi-même fait partie de l'organisation des 2 premiers colloques et je sais la difficulté que cela représente. Je pense qu'on peut tous féliciter les organisateurs. Lorsque Clément Fromentin m'a proposé d'ouvrir un colloque sur l'ouverture, je suis resté perplexe quelques instants. Comment faire? S'engager dans des digressions philosophiques plus ou moins subtiles sur la notion même d'ouverture, faire l'historique fastidieux des grandes ouvertures historiques, proposer une programmatique plus ou moins improbable de l'avenir. L'ouverture de la psychiatrie est ici qualifiée de paradoxale. C'est une chance et une ouverture en soi. C'est bien l'association de ces 2 termes qui permet de penser un peu. C'est une chance et une intelligence, et même une chance tautologique, puisque par essence, toute ouverture ne peut qu'être paradoxale. Paradoxale au sens d'extraordinaire, de stupéfiant. Cependant, et c'est là toute l'importance et l'intelligence de ce titre, le terme paradoxal comporte d'autres sens qui donnent tout son sel à la thématique du colloque.
absurde, aberrant, voire inadmissible. Il s'agit donc tout autant d'audace que de prudence. Une image mentale très nette m'est venue, et je crois que je la tiens de Claude Gallien, médecin que l'on ne présente plus, qui serait né entre 129 et 131 après Jésus-Christ et décédé environ en 200. Une image m'est venue des trépanations thérapeutiques, des ouvertures de la boîte crânienne pratiquées sur des malades à l'agitation incoercible, à la folie sévère et persistante. Cela ne concernait pas la légendaire pierre de la folie, qu'il aurait fallu extraire, mais l'hypothèse hippocratique des humeurs. Le cerveau était alors conçu comme composé de 3 chambres indépendantes, celle de l'imaginaire, celle de la raison et celle de la mémoire. La folie était théorisée comme un excès ou une anomalie des humeurs dans l'une de ses parties. On remarque que là encore, insiste une conception tripartite du psychisme, dans l'Occident au moins, que l'on retrouve dans les théories freudiennes, mais aussi dans les conceptions lacaniennes, presque toujours tripartites. Inconscient, préconscient, conscient, ça, moi, sur moi, imaginaire, symbolique, réel, etc. Cela fonctionne presque toujours par trilogie, en Occident chrétien du moins, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité. Le modèle théorico-clinique des 3 chambres n'est pas resté, ce qui impose la modestie aux inventeurs de nouveaux systèmes psychiques. Cependant, l'idée était d'ouvrir pour évacuer. Au Moyen-Âge, une autre ouverture, un passage entre médecins et cléricaux, a permis une collaboration avec des trépanations en forme de croix. Hippocrate avec le Christ. Mais le ratio bénéfice-risque est apparu fortement défavorable, même si la folie disparaissait le plus souvent totalement, le patient également. Au néolithique déjà, cette pratique de la trépanation était très répandue, sans que l'on sache très bien pour quelle raison. Ouverture du crâne. Je voudrais tout de même, et en miroir, évoquer des fermetures paradoxales de la psychiatrie, en miroir de notre sujet, qui me semble l'éclairer quelque peu. Fermeture paradoxale dans la transmission de la philosophie du secteur psychiatrique, son esprit, son efficace, son humanité. Si la loi de 1985 est rappelée dans chaque circulaire de l'ARS, qui propose des appels à projets basés sur des filières qu'elle souhaite innovantes. Or, le secteur est innovant par essence. Il est machine à inventer, innover dans la proximité et la continuité, notamment transférentielle. Le secteur propose une connaissance, à condition de ne pas dissocier ce que l'on nomme intra- et extra-hospitalier, catastrophe clivante, qui reproduit le clivage psychopathologique des patients. Racamier a fait cela projection scissionnelle pour décrire ce phénomène où un groupe soignant adopte les mécanismes de défense du groupe soigné. Les filières sont des possibilités spécifiques très intéressantes, mais, et sans conservatisme excessif, protégeons l'esprit du secteur psychiatrique qui a aidé tant de nos patients depuis Pommel dans les années 1955, qui l'a inventé dans un cadre associatif et minimaliste au départ, principalement pour des patients alcooliques au début, ce qui donnera l'ASM13 avec tout le rayonnement qu'on y connaît. D'ailleurs, au départ, j'étais sur le point de m'y rendre, près de la place d'Italie, sachant que les premiers colloques Lantéry-Lora s'y sont déroulés, dans la mesure où Lantéry avait légué l'intégralité de sa bibliothèque avec ouvrages annotés de sa main à cette vénérable institution, vénérable et moderne. Fermeture paradoxale de la transmission à l'esprit et au concept de la psychothérapie institutionnelle. Non pas celle poussiéreuse qui récite un grimoire écorné et dépassé, souvent idéaliste, plus ou moins passionné, sorte d'ouvrage ancien, arqué contre les neurosciences
ainsi que contre l'approche dite de remédiation cognitive. Je parle ici d'une psychothérapie institutionnelle gardant ses grands principes mais ouverte sur les progrès de la médecine. Car tout cela est parfaitement compatible sous certaines conditions, de même qu'un travail de psychothérapie institutionnelle est manifeste dans certaines structures de remédiation cognitive ou des filières de remédiation cognitive. J'ai pu le vérifier personnellement. Nous avons dans le service plusieurs publications qui d'ailleurs s'y consacrent. Les ostracisations idéologiques sont toujours des affaiblissements heuristiques de notre discipline, à la condition de conserver la rigueur des concepts et des applications. Il reste crucial de garder leur tranchant intellectuel et clinique. Sinon, viendrait à naître une psychiatrie du consensus mou et sans débat, sans dispute au sens spécifique du terme. Que dire encore de la transmission de la phénoménologie, de la psychanalyse, qui ne peuvent à elles seules rendre compte de la psychiatrie, mais contribuer à notre champ de complexité intellectuelle, à la complexité de notre tâche. Je ne pense pas utile d'ajouter à cette liste un peu triste, sauf à dire que l'histoire de notre discipline forme son épistémologie, nécessaire à un abord éclairé de notre métier, et je ne sais plus ici de Jean Garabé ou Georges Mantelli-Lora en avait longuement parlé à l'issue d'un colloque. Ils étaient en tout cas d'accord. Bien entendu, ces champs ne sont pas miscibles, mais au moins articulables et dialectisables. Ouverture paradoxale maintenant. Que dire de l'imagerie cérébrale in utero, principalement concernant le développement des circuits de la mémoire, qui montre des ressemblances entre l'intuition des traces mnésiques freudiennes et le développement du cerveau du bébé à naître, ce à compter du 5e mois de grossesse. Il ne s'agit pas d'une preuve quelconque de la sagacité freudienne, mais d'une ouverture, même s'il est certain que psychanalyse et neurosciences resteront à jamais dans leur champ épistémique propre, sauf à construire une paranoïa psychiatrique aboutie. Mais il n'en reste pas moins que mémoire et mouvement sont liés, et que certains psychanalystes parlent d'inconscient non refoulé pour évoquer ces traces mnésiques qui nous sont peut-être à l'origine du style propre à chacun, indépendamment des identifications structurantes. Les travaux sur les psychodysleptiques prescrits médicalement, mais avec surveillance attentive, afin d'inscrire dans la vie du sujet des expériences inédites, à même de modifier leur personnalité, sorte d'initiation médicalement encadrée, est aussi une ouverture de la psychiatrie. Encore, l'infiltration spiritualiste, plus ou moins inspirée du bouddhisme, la philosophie du bien-être, prônée par certains psychiatres qui se réclament comme tels. Ouverture paradoxale qui risque cependant de nous ramener à la trépanation en forme de croix. Mais que dire de la folie? Reste-t-elle le paradigme fondamental de la psychiatrie, si bien qu'aucune ouverture hors de son champ ne puisse qu'être paradoxale? Ou bien son ouverture, peut-être que sa destinée est paradoxale au mauvais sens du terme. Est-ce que le but de la psychiatrie est le bien-être, la bonne santé? Le psychiatre, la psychiatrie sert-elle à se sentir bien? Souffrir psychiquement, à hauteur raisonnable, n'est-elle pas un signe de bonne santé? Mais quelle est cette hauteur raisonnable? Le supportable? D'ailleurs, dans une forme larvée de moralisme, mais plein d'un certain bon sens, le docteur Balvet insistait sur le fait qu'une des tâches principales du psychiatre était de favoriser l'angoisse quand il en manquait et de l'éponger lorsqu'elle excédait. Psychiatrie, psychiatre, régulateur du bien-être, sagement angoissé. La psychose, la grande folie, à l'opposé de la question du bien-être. Lacan aimait à dire que l'homme fou, c'est l'homme libre, c'est-à-dire intrinsèquement libéré de toute entrave, notamment structurale oedipienne, jusqu'à en créer une encore plus contraignante grâce au délire,
ou bien à s'engluer dans une position antalgique d'être déficitaire. Henri Hay affirmait quant à lui que la pathologie mentale était une pathologie de la liberté, au sens où le malade mental ne pouvait plus décider authentiquement. Authentiquement, c'est-à-dire avec son libre arbitre, en liberté, disait-il, en possibilité de dialectiser le pour et le contre, et non d'être mu par son délire ou bien englué dans sa colle pleine de paradoxes. Ainsi, il insistait pour dire qu'un bon psychiatre se devait d'être le plus libre possible sur un mode existentiel s'il voulait aider son patient à retrouver un peu plus de liberté. Cependant, la liberté ne peut pas être un devoir. Cela indique en tout cas que Hay admettait la nécessité d'une certaine nature de la personnalité du psychiatre, presque en tant que préalable à l'exercice. Bon courage aux enseignants chargés d'évaluer la liberté existentielle de leurs élèves. Néanmoins, si nous rapprochons ces deux amis, qui étaient Hay et Lacan, on voit la complexité de ce que peut faire ouverture en psychiatrie. Le délire ou le déficit chez Lacan, ainsi que ses modalités d'accompagnement, quelquefois un peu rigides ou stéréotypées, surtout chez ses élèves, face à la liberté existentielle de Hay, liberté existentielle mais sans garde-fou. Je vous remercie et je souhaite que ce soit un colloque aussi fructueux et intéressant que les précédents. Merci.